Je reste immobile au centre de la chambre nuptiale. Mes pieds nus s'enfoncent dans le tapis perçant. Trop doux, trop précieux. Tout ici est trop, pour quelqu'un comme moi. Mes mains tremblent de chaque côté de la robe de soie blanche. Une robe que je n'ai pas choisie. Je ne choisis jamais rien. La porte se ferme derrière moi dans un bruit doux, définitif, comme un cercueil qu'on scelle. Je prends une profonde inspiration, mais l'air n'atteint pas vraiment mes poumons. Ma poitrine est oppressée, comme si quelqu'un avait noué des cordes autour de mes côtes et tiré fort. Il est là, Cheikh Khalid Al-Rachad, mon mari. Je ne lève pas les yeux. J'ai appris qu'il ne fallait pas. J'entends ses pas sur le marbre. Sûr, lourd, masculin. Chaque son me tord l'estomac. Chaque écho me rappelle pourquoi je suis ici. Il s'arrête à quelques mètres de moi. Je sens le poids de son regard sur ma tête baissée. Silence. Rien que nos deux corps dans cette chambre immense, luxueuse, étouffante. Mon cœur bat si fort que je suis certaine qu'il peut l'entendre. Ma respiration est courte, superficielle, comme celle d'un animal traqué. Son parfum m'enveloppe. Santal est quelque chose de boisé, cher, masculin, étrange. Il avance d'un pas. Je recule automatiquement. Mes talons butent contre le lit et mon corps se raidit comme du bois, paralysé, sans échappatoire. Je ferme les yeux un instant. J'essaie de disparaître. Si je ne vois rien, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais il est toujours là. Je le sens. Sa présence emplit tout l'espace. Non de manière menaçante, mais intense, réelle, impossible à ignorer. Leila, sa voix est grave, profonde, sans colère mais ferme. Je ferme les yeux encore plus fort. J'attends. J'attends l'inévitable. J'ai appris à attendre. C'est ce que font les femmes. Regarde-moi. Je ne peux pas. Ma nuque est bloquée. Ma tête pèse une tonne. S'il te plaît. Le mot « s'il te plaît » me désoriente totalement. Les hommes ne demandent pas. Les hommes ordonnent. Les hommes prennent. Mon père n'a jamais rien demandé. Mes oncles non plus. Ils décidaient. J'obéissais. Mais lui, il a demandé. Et quelque chose dans ce simple mot brise une fine couche de glace autour de ma poitrine. Lentement, comme si chaque geste me coûtait des années de vie, je relève le visage. Et je le vois pour la toute première fois. Vraiment. Grand. Très grand. Des épaules larges. Une mâchoire forte et nette, couverte d'une barbe courte et bien taillée. Des yeux noirs comme une nuit sans lune, mais pas vides. Il y a quelque chose en eux. De la confusion. De l'inquiétude. Non, c'est ce à quoi je m'attendais. Il m'observe comme s'il cherchait à comprendre une énigme, comme si j'étais quelque chose de trop complexe pour être déchiffré rapidement. Ses sourcils se froncent légèrement. Un petit pli se forme entre eux. Il tend la main vers moi, lentement, presque avec hésitation. Mon corps réagit avant ma pensée. Je recule à nouveau, manquant de peu de tomber sur le lit, les mains levées en guise de bouclier inutile. Protection instinctive, apprise, gravée en moi comme une cicatrice invisible. Sa main se fige dans l'air. Il ne cille même pas. Il s'arrête, complètement immobile. Le silence est désormais lourd, dense, chargé de quelque chose qu'aucun de nous ne sait nommer. Je vois le moment exact où la compréhension traverse son visage. Comme un éclair illuminant un paysage obscur, il voit la peur, la vraie peur, celle qui n'a rien à voir avec la timidité ou la retenue. C'est une peur viscérale, de survie, d'une personne qui a appris que les hommes font du mal. Alors, il abaisse la main, lentement, prudemment, comme si ma peur était une créature vivante qui pourrait l'attaquer s'il bouge trop vite. Il fait un pas en arrière, puis un autre. Il augmente la distance entre nous. Leila, sa voix est plus basse maintenant, plus douce, presque tendre. Personne ici ne va te faire de mal. Les mots perçant la peur comme des aiguilles de lumière traversant un brouillard épais. Je le fixe. Pour la première fois, je le fixe vraiment. Pas avec confiance, mais avec doute. Parce que les hommes mentent. Ils ont toujours menti. Ils disent de belles choses et font des choses laides. Ils voient le doute. Je vois qu'il voit. Et quelque chose change sur son visage. Ce n'est pas de la pitié. Pire que la pitié serait insupportable. C'est de la compréhension. Lente, graduelle, douloureuse. Il comprend quelque chose que moi-même, je n'ai jamais réussi à mettre en mots. « Je vais dormir sur le divan », dit-il soudain, indiquant le large canapé près de la fenêtre. Ma tête tourne en tentant de comprendre ses paroles. « Tu gardes le lit ». Silence. Il attend ma réponse. Mais je n'ai rien à dire. Ma gorge est serrée. Alors il s'éloigne. Il marche jusqu'à une vieille commode en bois sombre.
ouvre un tiroir, prend une couverture épaisse. Ses mouvements sont calmes, délibérés, comme s'il avait toujours prévu cela. Il se dirige vers le divan et s'y allonge aussitôt, toujours habillé du costume blanc du mariage, toujours élégant, toujours distant, mais pas menaçant. Il ajuste la couverture sur ses jambes, tourne le dos à moi. Geste simple, mais puissant. Il me tourne le dos. Vulnérabilité, confiance, ou peut-être simplement du respect. Bonne nuit, Leila. Sa voix semble fatiguée, pas irritée, juste fatiguée. Je reste là, au même endroit, perdu, déconcerté. Je ne sais pas quoi faire de cela, de cette gentillesse inattendue. Il me faut 15 minutes pour réussir à bouger. Mes membres sont lourds. Mon corps reste en état d'alerte maximale. Quand enfin je m'allonge sur le lit immense, encore habillé, encore effrayé, mes yeux se fixent au plafond orné. Des arabesques dorées dessinent des motifs complexes, hypnotiques. J'essaie de compter les courbes. J'essaie de distraire mon esprit. Mais la phrase revient sans cesse. Personne ne m'a jamais laissé choisir quoi que ce soit. La vérité que je porte depuis toujours. Comme un tatouage sur l'âme. Je n'ai pas choisi ce mariage. Je n'ai pas choisi cette vie. Je n'ai rien choisi de ce que je suis. Mais pour la première fois, peut-être que quelque chose est différent. Parce qu'il ne m'a pas touché, ne m'a pas forcé, n'a rien exigé. Il s'est simplement retiré. Et c'est plus que ce que n'importe quel homme ait jamais fait pour moi. Je tourne légèrement la tête vers le divan. Je vois sa silhouette, immobile, respiration lente et profonde. Je ne sais pas s'il dort. Je ne sais pas à quoi il pense, mais pour la première fois depuis mon arrivée dans ce palais, depuis que la porte s'est refermée derrière moi, ma respiration ralentit, juste un peu, juste assez pour me rendre compte que peut-être, je survivrai à cette nuit. Les jours suivants sont étranges d'une façon que je n'ai jamais connue. Il garde ses distances, toujours, délibérément. Aux dîners officiels, il s'assied à l'autre bout de la table immense, bien trop loin pour une conversation anodine. Les domestiques servent le repas en silence. Les cristaux tintent. Les couverts d'argent raclent la porcelaine coûteuse. Mais entre nous, seulement le silence. Ce n'est pas un silence hostile, c'est un silence respectueux, comme s'il savait que les mots seraient maintenant une intrusion. Lors des promenades dans les jardins du palais, il reste 3 pas derrière, comme un garde du corps, pas comme un mari. Jamais à mes côtés, jamais trop près. Juste là, présent mais distant. Il n'essaie jamais de me toucher, ne me demande jamais rien. Et cela me déroute plus que tout le reste. Je me réveille chaque jour en m'attendant à ce que le masque tombe. Qu'il révèle qui il est vraiment. Que cette gentillesse ne soit qu'une stratégie. Le prélude à quelque chose de pire. Mais il existe simplement. Respectueux, distant, observateur. Je remarque de petits gestes, des détails que personne d'autre ne verrait. Quand je m'assieds à table, il attend que je prenne la nourriture d'abord, avant de se servir lui-même. Quand nous marchons, il me laisse toujours franchir les portes en premier. Toujours. Quand je parle, dans les rares moments où je parle, il n'interrompt pas. Il écoute seulement. Il écoute vraiment. C'est tellement différent de tout ce que j'ai connu que je ne sais pas comment y réagir. Ma famille m'a préparé à cela, à être épouse. Mais ils m'ont préparé à survivre, pas à vivre. On m'a appris à obéir, à me taire, à disparaître quand il le fallait. On m'a appris que les hommes sont les maîtres, les femmes, des ombres. Khalid n'agit pas en maître. Et je ne sais rien être d'autre qu'ombre. C'est au 5e jour que quelque chose change. Je suis à la bibliothèque, le seul lieu où j'arrive à respirer. Lorsqu'il entre, il ne m'a pas vu. Je suis caché entre les hautes étagères, un livre de poésie arabe ancienne dans les mains tremblantes. Il marche jusqu'à la grande fenêtre, regarde le désert s'étendre à l'infini sous le soleil couchant. Sable doré, dunes ondoyantes, horizon sans fin, et il soupire. Un son si lourd, si humain, si las. Ce n'est pas un soupir d'impatience, c'est le soupir du poids, du fardeau. Pour la première fois, je me rends compte. Lui aussi porte quelque chose. Je ne sais quoi, mais c'est lourd, réel, profond. Ses larges épaules semblent voûtées sous une charge invisible. Peut-être que ce mariage n'est pas non plus un choix pour lui. La réalisation me frappe comme un coup de poing silencieux dans le ventre. Lui aussi a été contraint, d'une manière différente, mais contraint. Dernier vœu du père, alliance familiale, devoir. Les mêmes mots qui m'ont enchaîné l'ont enchaîné aussi.
Je sors sans bruit, sans être vu, fantôme dans ma propre maison, mais son image, là, seule, fatigué, contemplant le désert comme s'il cherchait une réponse qui n'existe pas, me hante le reste de la journée. Cette nuit-là, allongé sur le lit pendant qu'il dort, comme toujours, sur le divan, je murmure trop bas pour qu'il entende « Merci ». Je ne sais pas si c'est pour ne pas me contraindre, pour ne pas me presser, pour ne pas me briser davantage, mais c'est quelque chose, petit, fragile, un fil de gratitude, là où, auparavant, il n'y avait que de la peur. Et peut-être que tout commence par là, mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Le mariage fut décidé 3 semaines avant d'avoir lieu. Je me souviens du jour. Le salon formel de la maison de mon père. De hauts murs, d'anciens tapis persans, l'air lourd d'encens. Mon père et mes oncles assis en demi-cercle. Ma mère absente, comme toujours. J'ai été appelé. J'ai pénétré tête basse, mains croisées devant le corps. Cheikh Khalid Al-Rachad a demandé une alliance matrimoniale avec notre famille, annonça mon père. Sa voix était dénuée d'émotion. Un simple fait. Information transmise. Tu as été choisi. On ne m'a pas demandé si je voulais. On ne demande jamais. Je suis resté là, debout, immobile, tandis qu'il discutait des détails autour de moi. Dot, cérémonie, date, protocole. Comme si je n'étais pas présente. Comme si j'étais un objet en négociation. C'est un honneur, poursuivit mon oncle aîné, me regardant directement dans les yeux pour la première fois. Le dernier souhait du Cheikh Abdul était d'unir les familles. Tu rempliras ce devoir. Devoir. Le mot qui définit toute mon existence. Accepter était un devoir. Refuser était une trahison impensable. Alors j'ai accepté. En silence. Comme toujours. Mon père a hoché la tête. Satisfait. Soulagé. On m'a congédié sans un mot de plus. J'ai rencontré Khalid seulement une fois avant le mariage. Ce fut bref. Formel. Froid comme la glace du désert la nuit. Il est entré dans la pièce où j'attendais, accompagné de 3 anciens conseillers à la barbe longue et au regard sévère. Il portait un habit blanc traditionnel immaculé, un bichte brodé d'or posé sur les épaules. Imposant. Inatteignable. Ses yeux ont croisé les miens 3 secondes. Peut-être 4. Rien qu'une évaluation rapide. Comme on inspecte une marchandise avant d'en confirmer l'achat. Puis il a fait un signe de tête à mon père. Geste sec. Définitif. Marché conclu. Il est parti. Je suis resté. Et ce fut tout. Notre première rencontre. Aucune parole échangée. Aucun geste. Juste des regards qui ne signifiaient rien. Ou signifiaient tout, selon le point de vue. Les jours précédant le mariage, ma mère est finalement apparue. Pas pour me consoler, ni pour parler, pour me préparer. Elle m'a fait asseoir dans la chambre. Elle a fermé la porte. Elle a parlé à voix basse. Rapidement, de façon clinique. Tu sais ce qu'on attend d'une épouse. Ce n'était pas une question. Obéis, ne questionne pas, ne te plains pas. Sois reconnaissante pour la position qu'on t'a accordée. Ses mains arrangèrent mes cheveux d'un geste mécanique, sans tendresse. Simple fonction. Des hommes comme le Cheikh Khalid ne tolèrent pas l'irrespect. Sois invisible quand il le faut. Présente quand on t'appelle. Chaque mot était une brique posée autour de moi. Un mur qui se dressait, qui m'étouffait. Et pour la nuit de noces, elle s'arrêta, respira profondément. Laisse simplement faire. Ne résiste pas. Ne pleure pas. Ce sera plus facile ainsi. Je l'ai regardée pour la première fois depuis des années. Vraiment regardée. J'ai vu de la fatigue, de la résignation, l'acceptation d'un destin qu'elle avait elle-même vécu. Elle me préparait à survivre, pas à vivre, car c'était tout ce qu'elle savait faire. Tu as compris? J'ai acquiescé, parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais je n'ai rien compris. J'ai seulement absorbé la peur qu'elle me transmettait comme une malédiction héritée. La cérémonie fut grande, solennelle, remplie de gens qui ne me connaissaient pas et ne se souciaient pas de moi. Des centaines d'invités, musique traditionnelle, décors opulents, dorés et blancs. Je portais une robe lourde, brodée à la main. Un voile couvrait entièrement mon visage. Bijoux froids au cou et aux poignets. J'ai marché jusqu'à l'autel seul, mon père devant moi, distant, suivant le protocole. Khalid était là, debout, attendant. Je n'ai pas pu voir son visage correctement à travers le voile. Juste une silhouette grande, une présence dominante. L'imam a parlé en arabe, des mots anciens, sacrés pour certains, prison pour moi. J'ai répondu lorsqu'on m'a dit de répondre, d'une voix faible,
Presque inaudible, Khalid a répondu d'une voix ferme, claire, sans hésitation. Des anneaux ont été échangés. Ma main tremblait tellement qu'il a dû tenir mes doigts pour réussir à passer l'alliance. Contact bref, impersonnel, juste nécessaire. Puis cela a été déclaré. Mari et femme. Alliance scellée. Les applaudissements ont résonné dans l'immense salle. Mais je n'ai rien ressenti. Juste le vide. L'engourdissement. Comme si j'assistais à la vie de quelqu'un d'autre. La réception a duré des heures. Musique, danse, nourriture abondante. Nous sommes restés assis côte à côte à la table principale. Il saluait les invités. Je souriais quand il le fallait. Nous n'avons jamais parlé. Pas un mot. Il n'a pas essayé. Je n'y serais pas arrivé même si j'avais voulu. J'ai observé ses mains, grandes, fortes, doigts longs, des mains qui avaient désormais un droit légal sur moi. Mon estomac s'est noué. Lorsque nous nous sommes enfin levés pour partir, pour aller à la chambre nuptiale, j'ai senti mes jambes vaciller. Il m'a offert son bras, un geste courtois, formel. Je m'y suis accroché à peine, juste assez pour ne pas tomber. Nous avons traversé les couloirs du palais, silencieux, entourés de gardes et de domestiques qui se sont vite éclipsés. Jusqu'à ce que nous arrivions devant la porte, il a ouvert, me laissa entrer la première, et c'est là que tout a vraiment commencé. À présent, 5 jours après cette nuit-là, je ne sais toujours pas quoi penser. Il n'agit pas comme les hommes qu'on m'a appris à craindre, mais la peur ne s'efface pas avec 5 jours de gentillesse. La peur est une racine profonde, enterrée, nourrie par des années de petites violences. Pas des violences de sa part, celles d'autres, d'un monde qui m'a appris que mon corps ne m'appartenait pas, que ma volonté n'avait aucune importance, que ma voix ne comptait pas. Personne ne m'a jamais laissé choisir quoi que ce soit. La phrase résonne à nouveau, comme toujours. Je n'ai pas choisi cette robe de mariée, je n'ai pas choisi cette vie, je n'ai pas choisi cet homme. Mais peut-être qu'il n'a pas choisi non plus, et peut-être que c'est le seul terrain d'entente que nous partageons. 2 étrangers enfermés dans une cage dorée, essayant de comprendre comment respirer dans le même espace sans se blesser, ou sans blesser l'autre. Je ne sais toujours pas si c'est possible. Mais pour la première fois de ma vie, une infime partie de moi, une partie que je croyais morte, murmure quelque chose de dangereux. L'espoir, petit, fragile, presque imperceptible, mais présent. Et je ne savais pas que l'espoir était la chose la plus dangereuse qu'une femme comme moi puisse porter. Le matin du 6e jour, je me réveille au son de voix à l'extérieur de la chambre, des voix féminines, rapides, urgentes. Khalid n'est déjà plus sur le divan. La couverture est repliée avec une perfection militaire, comme s'il n'y avait jamais dormi. La porte s'ouvre et 3 femmes entrent, des employées. Elles portent des plateaux, des vêtements, des serviettes. L'une d'elles, la plus âgée, me sourit avec gentillesse. « Bonjour Saïdati. Nous sommes venus vous préparer pour le petit déjeuner avec la famille royale. » Famille royale. Mon estomac se noue. Jusqu'à présent, j'ai évité tout le monde, caché, protégé par la distance que Khalid impose. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'échappatoire. Je les laisse m'habiller, me coiffer, me transformer en version acceptable d'épouse de cheikh. La robe est magnifique. Soie bleu clair, broderie délicate, modeste mais élégante. Quand je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais presque pas. J'ai l'air d'appartenir à ce monde. Extérieurement. À l'intérieur, je suis toujours la petite fille effrayée qui n'a jamais rien choisi. La salle de petit déjeuner est intimidante. Longue table, chaises hautes, argenterie brillant sous la lumière naturelle qui filtre à travers d'immenses fenêtres. Khalid est assis. Il parle doucement à un homme plus âgé à la barbe grisonnante. Quand j'entre, la conversation cesse. Tous les regards se tournent vers moi. 5 personnes. 6. Je n'arrive pas à compter correctement car ma vision est troublée par la nervosité. Khalid se lève immédiatement. Leila. Sa voix est douce. Mais il y a quelque chose qui n'était pas là avant. De la tension. Il s'avance vers moi, m'offre son bras. Geste protocolaire, mais aussi protecteur. Il me conduit jusqu'à la chaise à côté de la sienne. Tire la chaise. Attend que je sois assise. Puis, il s'assoit aussi. Voici mon épouse, Leila, annonce-t-il à la table. Bref silence. Puis la femme à l'autre bout de la table prend la parole. Voix douce, mais des yeux acérés. Bienvenue dans la famille, ma chère. Je suis Amina, la tante de Khalid. Elle sourit. Mais ce n'est pas un sourire qui atteint ses yeux. Je murmure quelque chose qui ressemble à un remerciement.
À peine audibles, les autres se présentent. Des noms que j'oublie aussitôt. Des visages qui se confondent. Un seul s'imprime dans ma mémoire. Rachida, la sœur cadette de Khalid. Peut-être 22 ans. Année. Cheveux longs et brillants. Yeux sombres et intelligents. Elle ne sourit pas. Elle observe seulement. Comme une scientifique étudiant un spécimen. Le petit déjeuner commence. La nourriture est servie. Les conversations coulent autour de moi. Politique, affaires, rumeurs de familles alliées. Je ne participe pas. J'existe seulement. Invisible même en étant présente. Alors Amina se tourne directement vers moi. Leila, ma chère, parle-nous de ta famille. Ton père est commerçant, n'est-ce pas? La question paraît innocente. Mais du poison s'y cache. Commerçant. Classe inférieure. Pas de royauté. Indigne. Oui, je réponds à voix basse. Il travaille dans l'importation. Ah, quel métier pratique. Le mot est une lame aiguisée recouverte de miel. Khalid intervient. La famille de Leila a une entreprise respectée depuis des générations. Mon père accordait beaucoup de valeur à cette alliance. Défense subtile, mais défense. Amina sourit, penche la tête, recule. Mais le mal est fait. Tout le monde sait maintenant. Je n'appartiens pas à ce lieu. Je ne suis pas né pour cela. Après le petit déjeuner, Khalid m'emmène marcher dans les jardins. Silence entre nous. Mais ce n'est pas un silence confortable cette fois. Il y a du poids, non dit, qui oppresse. Finalement, il s'arrête près d'une fontaine. L'eau coule doucement. Son presque hypnotisant. « Excuse-les », dit-il sans me regarder. « Ma famille peut être difficile. Ce n'est rien. Mensonge. Mais c'est ce qu'il faut dire. » Il me regarde enfin. Vraiment. Ce n'est pas rien. Je le vois. Ses yeux sont bienveillants, mais aussi fatigués. Ils vont te tester, voir si tu cèdes. C'est ce qu'ils font à tous ceux qui entrent dans cette famille. Et si je cède? Les mots sortent avant que je puisse les retenir. Khalid reste silencieux. Longtemps. Lourde pause. Alors je serai là pour ramasser les morceaux. Je ne sais pas si je le crois. Mais j'aimerais croire. Et peut-être que cela suffira pour l'instant. Les jours qui suivent sont une épreuve de résistance. Amina m'invite à prendre le thé chaque après-midi. Des conversations qui semblent aimables mais qui ne sont que des interrogatoires déguisés. Elle s'informe sur mon éducation, mes compétences, ma connaissance des codes de conduite. Chaque réponse que je donne est pesée, évaluée, jugée insuffisante. Une sheikha doit savoir recevoir des dignitaires étrangers, commande-t-elle d'un ton détaché. Tu parles français? Non. Allemand? Non. Mandarin? Non. Elle soupire, comme si mon existence était une déception personnelle. Bien, il faudra organiser des cours, comme si j'étais un projet à corriger. Rachida est différente, plus directe, moins cruelle mais tout aussi dévastatrice. Sais-tu pourquoi Khalid a accepté ce mariage? Demande-t-elle un jour. Nous sommes seuls dans la bibliothèque, mon refuge violé. C'était le souhait de son père. Oui, mais sais-tu pourquoi notre père voulait précisément ta famille? Silence de ma part. Des dettes? Poursuit-elle. Ton père devait beaucoup d'argent aux mauvaises personnes. Cette alliance a permis d'effacer tout cela. Tu as été monnaie d'échange. Les mots traversent comme des flèches. Je le savais. Je l'ai toujours su au fond. Mais l'entendre à voix haute, Khalid n'est pas au courant, ajoute Rachida. Notre père a dissimulé les détails. Mais je l'ai découvert. Elle se lève, lisse sa robe. Je pensais seulement que tu avais le droit de savoir la vérité. Tu n'as pas été choisi. Tu as été vendu. Et elle s'en va, me laissant seule avec une vérité qui détruit. Cette nuit-là, je n'arrive pas à regarder Khalid. Il le remarque. Évidemment. Leila, que s'est-il passé? Rien. Ne me mens pas. Sa voix est ferme, mais pas irritée. S'il te plaît, parle-moi. Mais comment pourrais-je le faire? Comment pourrais-je dire que je viens de découvrir que je ne suis qu'une marchandise, que mon propre père m'a vendu pour se sauver lui-même, que ce mariage, cette vie, tout cela n'est qu'un mensonge bâti sur des dettes et le désespoir? Je suis fatigué, murmurai-je. C'est tout. Il n'insiste pas, mais je vois la frustration sur son visage. De la frustration et autre chose. Une inquiétude véritable. Mais je ne peux pas l'accepter. Pas maintenant. Pas après avoir appris la vérité. Je commence à me replier, à rentrer en moi-même. Je saute des repas. J'évite les réunions de famille. Je m'enferme dans ma chambre. Khalid essaie. Il essaie vraiment. Il apporte de la nourriture. Il propose des promenades. Il offre la conversation.
Mais j'ai érigé de nouveaux murs, plus hauts, plus épais, parce que la douleur d'être rejeté est supportable. Je la connais déjà, mais la douleur d'être vendu, acheté, négocié comme un objet, celle-là fait mal différemment, plus profondément, plus durablement. C'est la 12e nuit que tout s'effondre. Je me réveille en pleine nuit, en sueur froide, le cœur affolé. Cauchemar, toujours des cauchemars. Mais cette fois, c'est pire, plus réel, plus viscéral. J'ai rêvé de mon père, comptant de l'argent, souriant, tandis qu'on m'emmenait. Je me réveille en pleurant, en silence, comme j'ai appris à le faire. Mais les larmes ne s'arrêtent pas. Elles empirent, deviennent des sanglots. Je sors du lit, je marche jusqu'à la fenêtre. J'essaie de respirer. Je n'y arrive pas. La pièce tourne. Les murs se resserrent. Je tombe à genoux au sol, les mains agrippant ma poitrine. Ce n'est pas une crise de panique. Je n'en ai jamais eu auparavant. Mais je reconnais. J'en ai vu tant chez ma mère. Alors j'entends des pas précipités. Khalid. Il était réveillé. Il a dû entendre. Il s'agenouille près de moi. Il ne me touche pas, mais il est proche. Leila, regarde-moi. Je ne peux pas. Respire. Respire simplement. Mais je n'y arrive pas. L'air ne rentre pas. Avec moi. Inspire. Il inspire bruyamment, de façon exagérée, pour que je l'entende. Expire. Il expire lentement. Encore. Inspire. J'essaie. J'échoue. Encore. Il ne lâche pas. Lentement, très lentement, ma respiration s'accorde à la sienne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les minutes passent. Peut-être 5, peut-être 10, jusqu'à ce que, enfin, je puisse à nouveau respirer. Il est toujours là, agenouillé, patient. Ça va mieux? Je hoche la tête. Faiblement. Long silence. Alors les mots sortent. Sans contrôle, sans filtre. Ce n'est pas parce que je suis vierge que j'ai peur de toi. Ma voix est cassée, rauque. Khalid reste immobile. C'est parce que personne ne m'a jamais laissé choisir. Rien. Ni quoi aimer, ni de qui fuir. La confession tombe entre nous comme une bombe. Les larmes coulent, chaudes, incontrôlables. J'ai été vendu, comme du bétail, comme une marchandise, par mon propre père. Je ne parviens pas à finir. Khalid ferme les yeux, inspire profondément. Quand il les rouvre, quelque chose a changé. De la colère, mais pas contre moi, pour moi. Je ne savais pas, dit-il à voix basse. Mon père m'a parlé d'une alliance d'honneur. J'ignorais tout des dettes. Ça n'a pas d'importance. Le résultat est le même. Ça compte. Sa voix est assurée à présent. Ça compte parce que jamais je n'aurais accepté si j'avais su. Jamais. Je le regarde. Première fois depuis des jours que je le regarde vraiment. Tu n'as pas choisi d'être ici, poursuit-il. Mais moi non plus. Mon père est mort en laissant cette requête. Sa dernière volonté. Impossible à refuser. Il s'approche. Lentement. Chaque geste annoncé. Il s'assied à côté de moi sur le sol. Dos contre le mur. Alors on repart à zéro, finit-il par dire. Comment? Pas comme mari et femme. Pas sous le poids du devoir. Comme des êtres humains. Deux personnes qui essaient de comprendre ce qui se passe quand elles peuvent enfin choisir. Silence. Et si je veux partir? La question est un test. Cruel peut-être. Mais j'ai besoin de savoir. Khalid me regarde, droit dans les yeux. Alors je m'occuperai de tout. Argent, papier, protection. Tu seras libre. Tu ferais ça? Oui, un mot, mais rempli de vérité. Mais, ajoute-t-il doucement, je préférerais que tu restes. Pas par obligation, par choix. Ton choix. Pour la première fois, quelque chose bouge en moi. Ce n'est pas de l'amour. Pas encore. Mais c'est une possibilité, une ouverture. Peut-être que la liberté n'est pas seulement partir. Peut-être, c'est aussi pouvoir choisir de rester. Et pour la première fois, le choix m'appartenait. Le lendemain matin est différent. Je me réveille seul dans le lit, comme toujours. Mais cette fois, il y a quelque chose sur l'oreiller d'à côté. Une fleur, rose du désert, délicate, rare. Et un mot écrit à la main. Bonjour, sans pression. Juste un nouveau départ. Je prends la fleur avec précaution, comme si elle pouvait se briser, comme si je pouvais me briser. Quelque chose de minuscule s'ouvre dans ma poitrine. Fragile, infime, mais réel. Khalid ne change pas tout d'un coup. Ce serait impossible. Mais il modifie de petites choses, subtiles, importantes. Au dîner, il ne s'assoit plus à l'autre bout de la table. Il s'installe à 2 chaises de moi.
toujours respectueux, mais plus près. Il me demande comment s'est passée ma journée, pas par politesse. Sincèrement, qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai lu. Quoi? De la poésie. Rumi. Il sourit, discrètement, mais sincèrement. Quel est ton vers préféré? La question me prise au dépourvu. Personne ne m'a jamais demandé ce que j'aime, ce que je ressens, ce qui compte pour moi. La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. Je récite à voix basse. Khalid reste silencieux. Il me regarde comme s'il me voyait vraiment. Oui, dit-il enfin. C'est vrai, et je comprends. Lui aussi a des blessures. Lui aussi a de la lumière qui tente d'entrer. Il commence à m'inclure dans de petites choses. Il m'invite à voir le coucher de soleil depuis la terrasse la plus haute. Pas comme un ordre, comme une invitation. Une que je peux refuser. J'accepte, parce que j'en ai envie, pas parce que je le dois. Nous restons côte à côte, silencieux, à regarder le ciel brûlé d'orange et de rose. Le désert est cruel, dit-il soudain, mais il est aussi honnête. Il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Je le regarde, profil fort dans la lumière dorée. Tu préfères l'honnêteté à la gentillesse? Je préfère l'honnêteté qui mène à la véritable gentillesse, pas la fausse gentillesse qui cache la cruauté. Ces mots résonnent, profonds. Ma famille, commence-t-il, puis s'arrête. Tu n'as pas besoin d'expliquer. J'en ai besoin. Il juge, il teste, il blesse, mais je ne les hais pas. Je comprends simplement d'où cela vient. D'où cela vient? De la peur, de perdre le pouvoir, la position, la pertinence. Alors ils attaquent les premiers. Ils se tournent vers moi. Mais tu n'as pas besoin de te défendre contre eux. Je le fais pour toi. Pourquoi? Parce que tu es ma responsabilité à présent. Pas comme une propriété, comme une personne sous ma protection. Et j'y tiens. Je ne sais pas quoi dire. Alors je ne dis rien. Je reste là, partageant un silence qui, pour la première fois, n'est pas lourd. Il est presque confortable. Les jours commencent à avoir un rythme, une routine qui n'est pas une prison. Je me réveille, je prends le café seul, je lis à la bibliothèque. Khalid arrive au milieu de l'après-midi, toujours avec quelque chose. Un livre qu'il a trouvé et qu'il pense que j'aimerais, un fruit rare du marché, une histoire drôle d'une réunion politique, des petites choses, mais constantes, fiables. Il n'exige pas mon attention, il offre simplement la sienne. Et lentement, très lentement, je commence à me détendre, pas complètement, mais assez pour respirer sans effort. C'est par un après-midi chaud qu'il m'invite à quelque chose de différent. Tu veux voir les chevaux? J'hésite. De grands animaux, imprévisibles, effrayants. Tu n'as pas besoin de monter, ajoute-t-il vite. Juste rencontrer, si tu veux. Le mot « si tu veux » fait la différence. J'accepte. Les écuries sont impressionnantes, propres, spacieuses, odeur de foin et de cuir. Il y a 6 chevaux, tous magnifiques, purs chevaux arabes, robes brillantes. Khalid s'approche d'une jument blanche. Il caresse son encolure avec aisance. Voici Noor, lumière. Elle appartenait à ma mère. Ta mère, elle est morte quand j'avais 10 ans. L'information est donnée sans pathos, mais j'en ressens le poids. Je suis désolé. Moi aussi, tous les jours. Il continue de caresser la jument. Mouvement lent, rythmique, presque méditatif. Elle m'a tout appris sur les chevaux. Elle disait qu'un animal ne ment jamais. Si tu es gentil, il l'est aussi. Si tu es violent, il reflète. Il me regarde. Les gens devraient être comme ça, mais ils ne le sont pas. Non, j'acquiesce à voix basse. Ils ne le sont pas. Noor s'approche. Son museau doux frôle la main de Khalid. Tu veux la toucher? Je recule instinctivement. Elle ne mord pas, je te le promets. J'hésite. Mais une part de moi a envie d'essayer. Je tends la main, tremblante. Noor approche doucement son museau, comme si elle sentait ma peur. Quand elle touche ma main, c'est doux, chaleureux, d'une gentillesse surprenante. Je souris, un petit sourire, mais sincère. Khalid le remarque. Il ne dit rien, mais je lis quelque chose sur son visage. De la satisfaction, pas celle de la victoire. Plutôt la joie authentique de me voir goûter un bref instant de paix. Le soir, nous dînons ensemble. Juste tous les deux cette fois. Khalid a congédié les employés. Nous nous servons nous-mêmes à manger, curieux, intime, mais non menaçant. Puis-je te poser une question? Dit-il au milieu du repas. Je me tends, mais j'acquiesce. Que ferais-tu si tu pouvais tout choisir? N'importe quelle vie? La question me prend totalement au dépourvu.
Je ne sais pas. Essaie d'imaginer. Je ferme les yeux. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Avoir le choix me semble tellement étrange que je n'arrive même pas à en rêver. Je n'y arrive pas, j'avoue. Je n'y ai jamais pensé. Eh bien, commence maintenant. J'ouvre les yeux. Il m'observe, sans jugement, avec une véritable curiosité. Quelque chose de simple, suggère-t-il. Pas besoin que ce soit grandiose. Juste quelque chose qui te plairait. Je réfléchis. J'aimerais apprendre à nager. La réponse me surprend. Je ne savais même pas que j'en avais envie. Khalid sourit. On peut arranger ça? Vraiment? Bien sûr. Il y a une piscine privée au palais. Je peux t'apprendre. Ou engager un professeur. Comme tu veux. Tu m'apprendrais? Si tu le souhaites. Toujours cette phrase. Il me laisse systématiquement le choix. J'aimerais bien, dis-je avant d'avoir pu regretter. Et je lis une réelle joie sur son visage. Comme si c'était moi qui lui avais fait un cadeau. Pas l'inverse. Les leçons de les cours de natation commencent 3 jours plus tard. Piscine privée. Couverte. Loin de regards indiscrets. Je suis nerveuse. Je porte un maillot de bain modeste. Mais je me sens tout de même exposée. Khalid est déjà dans l'eau. Il attend. Il ne porte qu'un short de bain. Première fois que je vois autant de son corps. Muscles dessinés. Petites cicatrices. Vie vécue. Pas seulement un pouvoir hérité. Je détourne vite le regard. On va doucement, dit-il. D'abord, s'habituer à l'eau. Je descends les marches. Eau tiède. Agréable. Il garde ses distances. Toujours prévenant dans ses gestes. On essaie de flotter? Je vais couler. Non. Je te tiens. Tu promets? Je promets. J'incline mon corps en arrière. Khalid place sa main derrière mon dos. Ferme. Sûr. Détends-toi. Je ne te laisserai pas couler. Mais se détendre est impossible. Muscles crispés. Respiration courte. Leila. Regarde-moi. J'ouvre les yeux. Il est penché sur moi. Visage proche. Je ne te lâche pas. Compris? Je ne lâche pas. Quelque chose dans sa voix, dans sa fermeté m'apaise. J'inspire profondément, lentement, et je flotte. Seulement 3 secondes, mais je flotte. Quand je coule à nouveau, il me relève doucement. Tu as vu? Tu peux le faire. Je ris. Je ne sais pas pourquoi, mais je ris. Et Khalid rit aussi. Un son riche, rare, magnifique. Pour la première fois, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Les cours deviennent une routine. 3 fois par semaine. 1 heure à chaque fois. J'apprends à flotter, puis à bouger les bras, puis les jambes. Khalid est patient, encourageant, jamais d'impatience. Et peu à peu, la proximité physique cesse d'être effrayante. Ses mains me soutiennent, guidant, corrigeant ma posture, toucher nécessaire, respectueux, mais constant. Je commence à m'y habituer, même à apprécier, parce que ce n'est pas un contact de possession, c'est un contact de soin. La différence change tout. Un soir, après le cours, nous restons assis au bord de la piscine, pieds dans l'eau, épaules presque jointes. Presque. Tu progresses bien, dit-il. J'ai un bon professeur. Il sourit, puis devient sérieux. Je peux te poser une question personnelle? Mon corps se tend automatiquement, mais j'acquiesce. Qu'est-ce qui est arrivé? Avant? Qui t'a tant effrayé? La question que je redoutais, mais que j'attendais peut-être. Je prends une profonde inspiration. Mon père n'était pas gentil, avec personne, mais surtout avec ma mère. Khalid attend. Ne me presse pas. J'ai grandi dans la violence. Pas toujours physique, mais toujours là. Cris, menaces, contrôle. Je m'arrête, avale difficilement. Ma mère m'a appris à être petite, invisible, pour survivre. Et ça a marché, mais ça m'a brisé aussi. Des larmes commencent à couler, silencieuses. Quand j'ai appris pour le mariage, j'ai pensé que ce serait la même chose, seulement pire. Parce qu'ici, je n'aurais même pas d'endroit où me cacher. Khalid ne parle pas pendant longtemps. Lorsqu'il parle, sa voix est rauque, émue. Ton père aurait dû te protéger, pas te briser. Et moi, il s'arrête, inspire profondément. Je ne serai jamais ton père. Je ne serai jamais l'homme qui te fera du mal. Je te le jure. Surtout ce qui est sacré. Je le jure. Je le regarde. Les larmes brouillent ma vision. Mais je vois la vérité. Brute, nue, douloureuse malgré tout. Comment savoir si je peux te faire confiance? Ma voix est un chuchotement. Tu ne peux pas savoir. Pas encore. Mais je te le prouverai. Chaque jour. Jusqu'à ce que tu y crois. Et pour la première fois, une part de moi veut y croire. En a vraiment envie. Jamais personne ne m'a laissé choisir quoi que ce soit.
Cette phrase vit encore en moi, mais elle commence à perdre de sa force. Car Khalid me donne des choix. Petit, constant. Tu veux sortir ou rester? Tu veux parler ou te taire? Tu veux de la proximité ou de la distance? Et chaque choix est une graine, plantée sur un sol aride, qui commence à germer. Les semaines passent en ainsi, lentement, patiemment. Khalid continue à dormir sur le divan. Il ne se plaint jamais. Nous continuons la natation. Je continue à progresser. Nous continuons les dîners. Les conversations deviennent plus faciles, plus naturelles. Et un soir, quelque chose change. Je lis dans mon lit quand j'entends un bruit. Khalid. Un cauchemar. Un gémissement bas. Angoissé. Je me lève sans réfléchir. Je marche jusqu'au divan. Il est recroquevillé. De la sueur sur le front. Les poings fermés. Khalid. Rien. Je touche légèrement son épaule. Il se réveille en sursaut. S'assied brusquement. Sa respiration s'accélère. Désolé, dit-il aussitôt. Je ne voulais pas te réveiller. Ce n'est rien. Tu faisais un rêve. Oui. Silence. Tu veux en parler? Il me regarde. Surpris par la question. C'est toujours le même. Il admet enfin. Ma mère. Le jour où elle est morte. Je m'assieds au bord du divan, gardant mes distances, mais présente. J'étais là. Il poursuit. Dans la chambre. Quand elle a cessé de respirer. Rien de ce que j'ai fait n'a aidé. Et mon père, il s'est juste retourné et il est parti. Comme si ça n'avait aucune importance. Sa voix se brise légèrement. Ce jour-là, j'ai compris que le pouvoir ne vaut rien quand on ne peut pas sauver ceux qu'on aime. Mon cœur se serre. Pour lui, pour l'enfant qu'il était, pour l'homme qu'il est devenu. Je suis désolé. Je murmure. Moi aussi. Nous restons ainsi. Un silence partagé. Une douleur reconnue. Alors, sans trop réfléchir, je tends la main. Je touche doucement sa main. Il se fige. Regarde nos mains. Puis me regarde. Ça va? Il demande. Il demande toujours. J'acquiesce. Et nous restons ainsi. Les mains se touchant doucement. Une connexion fragile, mais réelle. Pour la première fois, je ne suis pas seulement une personne à qui l'on donne des soins. Je suis aussi une personne qui veille sur quelqu'un d'autre. Et cela change quelque chose de fondamental entre nous. Le lendemain matin, je me réveille et découvre une autre fleur. Mais cette fois, il y a quelque chose de plus. Un livre. Reliure en cuir. Page vierge. Et un mot. Pour tes choix. Passé. Présent. Futur. Tous les tiens. K. Je presse le livre contre ma poitrine. Et pour la première fois de toute ma vie, je pleure de gratitude. Pas de douleur. Pas de peur. De quelque chose de nouveau. Fragile. Effrayant de beauté. Une vraie espérance. Non pour fuir, mais enfin pour appartenir. Par choix. Et je ne savais pas encore que l'espérance n'était qu'un début. Nous sommes à la 4e semaine de mariage quand tout s'effondre. Je me réveille avec une urgence différente au palais. Voix forte. Pas rapide dans les couloirs. Khalid n'est pas sur le divan, ni dans la chambre. Je regarde par la fenêtre. Il est dans le jardin, parlant avec tension à 3 hommes en costume sombre. Quelque chose cloche. Une domestique entre. Ce n'est pas l'habituelle douce. C'en est une autre. Plus jeune. Nerveuse. Saïdati. La famille demande votre présence en salle de conseil, immédiatement. Mon estomac se serre. Pourquoi? Je ne sais pas, Saïdati. Mais c'est urgent. Je m'habille en vitesse. Les mains tremblantes. L'ancienne peur revenant comme une marée. La salle de conseil est intimidante. Table immense. Chaises massives. Murs couverts de portraits d'ancêtres sévères. Amina est là. Rachida. 3 oncles que je connais à peine. Et un homme plus âgé que je reconnais des photos. Le principal conseiller du défunt Cheikh Abdul. Tous me regardent quand j'entre. Khalid se tient près de la fenêtre. Dos tendu. Mâchoire serrée. En me voyant, quelque chose traverse son visage. Inquiétude. Colère retenue. Assieds-toi, Layla, dit Amina. Voix mielleuse. Venimeuse. Je m'installe sur la chaise désignée. Loin de Khalid. Seul. Nous avons reçu des informations préoccupantes. Commence le conseiller. Voix grave. Solennelle. À propos des circonstances de ce mariage. Mon cœur s'emballe. Nous avons découvert des documents, cachés dans les dossiers personnels du Cheikh Abdul. Des papiers révélant la véritable nature de cette alliance. Il pousse un dossier sur la table. Vers moi. S'il vous plaît. Lisez. Les mains tremblantes, j'ouvre le dossier. Des contrats, des chiffres, des signatures. Mon père, redevable de sommes impossibles, à des usuriers, à des hommes d'affaires corrompus,
menaces de mort, procédures pénales imminentes, et puis, une proposition. Alliance matrimoniale en échange d'un effacement total des dettes. Protection de la famille Al-Rachad. Un nouveau départ. Ma tête tourne. Je le savais déjà. Rachida m'avait expliqué. Mais voir cela documenté, officiel, réel, c'est différent. Ton père t'a vendu, Amina. Il dit ce que tout le monde pense, littéralement, comme une marchandise. Je ne réponds pas. Je ne peux pas. Mais il y a plus. Continue le conseiller. Encore? Il fait glisser un autre document. Le cheikh Abdul n'a pas fait cela par charité. Il avait ses propres raisons. Je lis, je relis. Cela n'a aucun sens. Puis, ça en a. Mon père n'était pas seulement un débiteur. C'était un intermédiaire. Il facilitait des affaires illégales. Blanchiment d'argent, contrebande. Et Cheikh Abdul, il était impliqué. Ce mariage n'était pas une alliance honorable. C'était une manière de faire taire un témoin, d'attacher mon père à la famille, de garantir un silence définitif. J'étais la garantie, une assurance humaine. La pièce tourne. Khalid n'en savait rien, parle Rachida pour la première fois, en regardant son frère. Notre père lui a menti. Il a dit que c'était une question d'honneur, d'union traditionnelle. Je regarde Khalid. Il est pâle, les poings serrés, les yeux fixés sur un point du mur. Ça change tout, déclare un des oncles. Ce mariage a été fondé sur la fraude. Il peut être annulé. Annulé. Le mot résonne. Leila aurait sa liberté, ajoute Amina, comme si elle rendait service. Elle pourrait retourner auprès de sa famille, ou aller où elle veut, avec une compensation financière généreuse, bien sûr. Tous me regardent, attendent une réaction, mais je suis engourdi. Je flotte hors de mon corps. Tout était mensonge. Tout. Ce n'était pas seulement un arrangement. C'était une combine, une conspiration, un crime déguisé en tradition. Leila, la voix de Khalid, rauque, brisée. Je le regarde enfin. Je vois la douleur, la colère, la trahison. Pas contre moi, pour moi. Je ne savais pas, dit-il, à la pièce. Mais en me regardant, je jure que je ne savais pas. Je le crois. Étrangement, je le crois. Parce qu'il est une victime aussi. D'un père manipulateur, d'un héritage corrompu. Il faut décider, insiste le conseiller. Annuler le mariage serait propre. Rapide. Cela protégerait la réputation de la famille. Et Leila? Khalid se tourne brusquement. Qui la protège, elle? Elle recevrait une compensation. Je ne parle pas d'argent. Je parle de dignité, de choix, de toutes les choses qui lui ont été volées depuis toujours. Silence tendu. Khalid s'approche de moi, s'agenouille à côté de la chaise, son regard à la hauteur du mien. Leila, regarde-moi. J'obéis, parce que je le veux, pas parce que je le dois. Tu as désormais le choix. Un vrai, un véritable choix. Tu peux annuler, partir, libre. Je garantirai ta sécurité, ton avenir, tout. Pause. Il inspire profondément. Où tu peux rester, pas à cause d'un contrat frauduleux, pas par obligation, mais parce que tu le choisis. Et si tu choisis de rester, on reconstruit tout à partir de zéro. Juste, honnêtement, à toi. Les larmes coulent, silencieuses. Mais cela doit être ta décision. À toi seul. Il se lève, revient près de la fenêtre, m'accorde de l'espace. Tout le monde attend. Et pour la première fois de ma vie, j'ai un vrai pouvoir. Pas un pouvoir de négociation. Pas un pouvoir emprunté. Le pouvoir de choisir mon propre destin. Je ferme les yeux. Je respire. Je pense à tout. À mon père, qui m'a vendu sans remords. À ma mère, qui ne m'a appris que la survie. À Cheikh Abdul, qui a utilisé les vies comme des pièces d'échecs. À toute la structure corrompue qui m'a mené ici. Mais je pense aussi à Khalid. À l'homme qui a dormi sur le divan des semaines entières. Qui m'a appris à nager, à choisir, à respirer. Qui m'a offert des fleurs, un livre vierge et une patience infinie. Qui a été trompé lui aussi, mais ne m'a jamais blâmé. Je pense à la femme que je deviens, lentement, ici, pas à cause du palais, ou de l'argent, ou du statut, mais parce que, enfin, quelqu'un m'a vu, vraiment vu. J'ouvre les yeux. Je veux rester. Ma voix est claire, ferme, mienne. Amina semble choquée. Les oncles froncent les sourcils. Mais Khalid ferme les yeux. Pur soulagement. Mais à des conditions, je poursuis. Désormais, tous sont attentifs. Je veux un nouveau contrat.
Non pas de mariage arrangé, mais de partenariat choisi, où j'ai une voix, des droits, de l'autonomie. Je regarde Amina droit dans les yeux. Je veux une enquête complète sur les affaires de Cheikh Abdul et sur celle de mon père. Toute la vérité, sans secret. Je me tourne vers le conseiller. Et je veux que toute activité illégale soit révélée, corrigée, peu importe qui est impliqué. Enfin, je regarde Khalid, et je veux recommencer, pour de vrai, te connaître, que tu me connaisses, construire quelque chose de vrai. Si c'est possible, silence absolu dans la pièce. Alors Khalid sourit, un petit sourire, mais authentique. C'est possible, dit-il. C'est possible. La réunion s'achève dans un chaos maîtrisé. Amina proteste. Le conseiller hésite. Les oncles argumentent. Mais Khalid est cheikh désormais. Le dernier mot lui revient. Et il accepte tout. Chaque condition. Chaque exigence. L'enquête commence aujourd'hui, déclare-t-il. La vérité sera révélée. Les conséquences seront assumées. Il regarde chaque personne dans la salle. Cette famille a été bâtie sur des mensonges bien trop longtemps. Cela s'arrête maintenant. Quand enfin nous quittons la salle, Khalid me guide vers un jardin privé, loin des regards, loin des oreilles. « Tu as été incroyable là-dedans, » dit-il. C'était terrifiant. Je sais, c'est pour cela que c'était incroyable. Nous restons silencieux. Le son de l'eau coule dans la fontaine. Khalid, tu veux vraiment recommencer, après tout ça? Il me affronte. Sérieux, intense. Léla, ce furent les pires et les meilleurs jours de ma vie. Découvrir que tout était mensonge. Dévastateur. Mais découvrir que tu as choisi de rester malgré tout. Sa voix vacille légèrement. Cela signifie plus que n'importe quel contrat, n'importe quelle tradition, n'importe quelle obligation. Il tend la main, paume ouverte. Invitation, pas exigence. Je regarde sa main, puis lui, et je prends ma décision. Je glisse ma main dans la sienne. Le contact n'est plus effrayant. Il est encre, connexion, promesse. Alors, on recommence. Je murmure. On recommence, confirme-t-il. Et pour la première fois, nous nous tenons la main non par protocole, non par peur, mais par choix mutuel. Personne ne m'a jamais laissé choisir quoi que ce soit. Mais maintenant je choisis. L'enquête dure 2 semaines. 2 semaines d'avocats, d'auditeurs, d'enquêteurs privés. Des documents sont exhumés, des comptes bancaires tracés, des témoins interrogés. Et la vérité est pire que ce que nous avions imaginé. Le Cheikh Abdul n'était pas seulement complice, il était architecte. Des décennies de corruption, de pots de vin, d'affaires louches cachées derrière une façade respectable. Mon père n'était qu'un petit pion, jetable, utilisé puis abandonné. Mais il y en avait d'autres, plus grands, plus puissants, des membres du gouvernement, des hommes d'affaires influents, même d'autres membres de la royauté. Khalid reçoit des rapports chaque jour, chacun pire que le précédent. Je vois le poids grandir sur ses épaules, sa mâchoire de plus en plus crispée. Une nuit, je le trouve dans le bureau, seul, entouré de papiers. « Tu n'as pas à tout porter seul, » dis-je doucement. Il lève les yeux, fatigué, triste. C'était mon père, ma famille, ma responsabilité. C'était la sienne, pas la tienne. Je m'approche de lui. Pour la première fois, je fais le premier pas. Je touche doucement son épaule. Il recouvre ma main de la sienne, reconnaissant. « Je vais réparer ça, » promet-il. Peu importe le prix. Je sais, c'est pour ça que je suis ici, et je prends conscience de la vérité de ces mots. Je ne suis pas ici par obligation, ou par peur, ou par manque de choix. Je suis ici parce que je choisis d'y être, parce que cet homme, avec tous ses fardeaux et ses failles, en vaut la peine. L'exposition est calculée, stratégique. Khalid n'agit pas par vengeance, il agit pour la justice. Il convoque une conférence de presse, sans prévenir la famille, sans permettre le sabotage. Je suis à ses côtés, pas derrière, à ses côtés, vêtu d'une robe simple, sans bijoux ostentatoires, juste moi. Les flashs crépitent, les journalistes attendent, fébriles. Khalid commence. Je remercie tout le monde pour sa présence. J'ai une annonce importante à faire concernant l'héritage de mon défunt père, le Cheikh Abdul Al-Rachad. Silence tendu. Récemment, j'ai découvert de graves irrégularités dans les affaires de la famille. Des irrégularités qui incluent la corruption, des pots de vin et des activités illégales perpétrées depuis des décennies. Murmure choqué, je traverse la salle. En tant que nouveau chef de cette famille, j'assume la responsabilité de révéler toute la vérité.
et de corriger tous les torts causés. Il énumère tout, sans épargner aucun détail, sans protéger les noms importants. Chaque révélation est une bombe. Chaque document projeté à l'écran est de la dynamite. Je vois des visages dans le public. Choc, incrédulité, certains même satisfaits de la chute des puissants. Quand Khalid termine, la question inévitable surgit. Cher Khalid, votre mariage avec Leila faisait-il aussi partie de ces combines? Je me tends. Nous savions que cela viendrait. Khalid me regarde, sollicitant silencieusement ma permission. J'acquiesce. Il se tourne vers les caméras. Oui, mon mariage a été arrangé dans le cadre d'un accord corrompu, à mon insu, sans que Leila le sache non plus. Silence. Il laisse le temps à l'information de s'installer. Mais ce qui a commencé comme une fraude est devenu tout autre chose. Leila a eu le courage de rester même après avoir découvert la vérité. Elle a eu le courage d'exiger un nouveau départ fondé sur l'honnêteté et le choix mutuel. Il me tend la main. Sans hésiter, je la prends. Elle est plus forte que quiconque que j'ai jamais rencontré. Et j'ai l'honneur de me tenir à ses côtés. Non par contrat, par choix. Les flashs crépitent. Les appareils photo cliquettent frénétiquement. Mais je m'en fiche, parce que c'est la vérité. Notre vérité. La réaction est immédiate, massive. La famille Al-Rachad sombre dans la crise. Amina tente de limiter les dégâts. Elle publie un communiqué pour défendre le cheikh Abdul, traite Khalid de traître. Mais les preuves sont irréfutables. L'opinion publique bascule totalement. Khalid n'est pas un traître. C'est un réformateur. Courageux. Honnête dans un monde corrompu. Et moi, je deviens, contre toute attente, un symbole. Une femme qui a survécu, qui a choisi de rester, qui a exigé mieux. Des interviews réclament ma version. Les photographes me suivent partout. C'est effrayant. Mais Khalid me protège. Toujours. Tu ne dois rien à personne, me rappelle-t-il. Tu parles si tu en as envie. Tu gardes le silence si tu préfères. C'est toujours ton choix. Je choisis de parler. Une seule fois. Une petite interview. Contrôlée. Je parle du fait d'avoir été vendu, de la peur, de la découverte que le mariage était une fraude, et aussi du choix de reconstruire malgré tout. « Pourquoi êtes-vous resté ?» demande la journaliste. Je réfléchis attentivement. Parce que, pour la première fois, j'ai eu le choix réel. Et je me suis rendu compte que la liberté n'est pas seulement de quitter ce qui nous retient. Parfois, c'est choisir de bâtir quelque chose de nouveau à partir des ruines. La réponse trouve un écho. La vidéo devient virale. Des femmes m'écrivent pour dire qu'elles se reconnaissent, qu'elles ont été inspirées. Je ne m'y attendais pas. Mais cela me touche profondément. Mon père tente de reprendre contact. À plusieurs reprises. Appels bloqués, lettres renvoyées, jusqu'à ce qu'il se présente au palais, exigeant de me voir. Khalid veut le renvoyer, mais j'interviens. Laisse-le entrer. Il faut que je fasse ça. Tu es sûr? Oui. Je retrouve mon père dans le salon formel. Khalid à mes côtés. Silencieux, mais présent. Mon père paraît plus petit que dans mes souvenirs. Vieilli. Désespéré. Leila. Ma fille. Le mot m'agace. Fille. Comme si cela signifiait quelque chose pour lui. Que veux-tu? Ta famille est en train d'être détruite par ces accusations. Nous avons besoin de ton aide pour... Ma famille? Je l'interromps. Voix glaciale. Tu m'as vendu. Littéralement. C'était nécessaire. Tu ne comprends pas la pression. Non. C'est toi qui ne comprends pas. Tu ne saisis pas ce que tu m'as fait. La peur semée. Les cicatrices laissées. Il tente de protester. Mais je ne le laisse pas faire. J'ai passé toute ma vie à être invisible pour toi. À n'être rien. Moins que rien. Et maintenant que j'ai une voix, tu viens demander que je me taise encore. Des larmes de rage me brûlent. Mais ne coule pas. Je ne te protégerai pas. Je ne mentirai pas pour toi. On ne récolte que ce que l'on sème. Laïla, s'il te plaît, sors. Ma voix est ferme, définitive. Khalid se lève, fait signe aux gardes de sécurité. Mon père est escorté dehors. Il proteste, mais il part. Quand la porte se referme, mes jambes fléchissent. Khalid me soutient immédiatement. Tu as été incroyable. Je tremble. Je sais. Mais tu l'as fait. Tu as affronté. Tu as gagné. Je me laisse tenir. Pour la première fois. Sans peur. Sans réserve. Juste la confiance. Pure. Méritée. L'enquête s'achève. Le rapport final est accablant. Multiples arrestations. Procédure pénale. Scandale qui secoue l'élite. La famille Al-Rachad perd de l'influence. Certains contrats. Quelques relations. Mais elle gagne quelque chose de bien plus précieux. L'intégrité.
Khalid est reconnu comme un dirigeant différent, juste, transparent, et moi, on me reconnaît comme partenaire, pas comme propriété. Par une nuit paisible, des mois après tout ça, nous sommes sur la terrasse. Les étoiles brillent, le désert silencieux sous la lune. Des regrets? Je demande. D'avoir révélé la vérité? Jamais. À propos de moi? Il me regarde, surpris par la question. Leila, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Même si cela a commencé de la pire manière. Il prend ma main, entrelace ses doigts aux miens. Peut-être justement parce que cela a commencé de la pire façon, parce que nous avons bâti quelque chose de vrai, à nous, authentique. Je souris, vraiment, entièrement. Moi non plus, je ne regrette rien. Et c'est vrai, jamais personne ne m'avait laissé choisir quoi que ce soit. Mais maintenant, je choisis tout, y compris lui, y compris de rester, y compris d'aimer. Et ce choix, c'est ma plus belle victoire. 6 mois après la tempête, je me réveille différente. Non parce que quelque chose a changé durant la nuit, mais parce que je comprends enfin combien j'ai changé. La lumière du matin filtre par les rideaux ouverts. Avant, je les gardais fermés. La nuit, c'était la sécurité. À présent, je laisse entrer la lumière. Khalid dort encore, plus sur le divan. Il y a 3 mois, je lui ai demandé de dormir dans le lit, avec moi, pas par contrainte. Par désir. Le mien. Il a hésité. Il m'a demandé 5 fois si j'en étais sûr. J'ai dû rire. Car même là, même dans cette situation, il me laissait le choix. J'observe son visage détendu dans le sommeil. La tension qui l'habite d'ordinaire a disparu, momentanément. Beau, mais ce n'est pas sa beauté qui me retient. C'est sa gentillesse, sa patience, sa constance. C'est tout ce qu'il a choisi d'être alors qu'il aurait pu devenir tout autre chose. Mon cœur s'élargit. Cette chaleur, je la reconnais désormais. L'amour, pas l'amour des romans. Ni une passion foudroyante, ni un destin inévitable. Un amour construit, brique après brique, choix après choix, jour après jour. Un amour qui fait parfois mal parce qu'il est réel. Et que grandir, ça fait mal. Mais un amour qui guérit aussi, parce qu'il est sûr. Je me lève sans le réveiller. J'enfile des vêtements confortables, un pantalon ample, un haut simple. Avant, je ne portais que l'attendu, formelle, parfaite, étouffante. Maintenant, je porte ce que je veux. Petite rébellion, grande liberté. Je descends au jardin, mon endroit préféré, plus pour me cacher, pour me retrouver. Un nouveau projet y prend racine. Mon projet, un centre d'aide pour femmes, des femmes comme moi, prisonnières de mauvais mariages, sans choix, sans voix. C'est mon idée. Khalid a fourni les ressources. Mais la direction, c'est moi, entièrement moi. Nous avons déjà aidé 12 femmes. Hébergement temporaire, conseil juridique, formation professionnelle. Nous offrons ce qu'on ne nous a jamais donné, le choix, l'autonomie, l'avenir. Et chaque femme qui repart d'ici plus forte fait que tout en vaut la peine. J'entends des pas derrière moi. Je reconnais sans me retourner. Khalid. Il approche, s'arrête à mes côtés. Pas trop près. Il n'empiète jamais sans prévenir. Bonjour. Bonjour. Je réponds, souriante. Un vrai sourire. Je n'ai plus à faire semblant avec lui. Tu penses au centre? Toujours. Il sourit aussi. De la fierté dans le regard. Tu es incroyable. Tu le sais? J'apprends. Je tends la main. Il la prend sans hésiter. Le geste est devenu naturel. Plus forcé. Plus effrayant. Juste. Évident. Plus tard, il y aura une réunion. Conseil de famille. Avant, je n'y participais pas. Ce n'était pas permis, ni attendu. Maintenant, je m'assieds auprès de Khalid, son égal. Amina me lance encore des regards, des approbations à peine voilées. Mais son pouvoir s'est amenuisé. Les scandales ont révélé son implication périphérique. Elle demeure dans la famille, mais n'a plus de réelle influence. Rachida, étonnamment, est devenue une alliée. Quand la vérité a éclaté, elle est venue me trouver. Elle a présenté ses excuses. J'ai été cruel. Elle a admis, parce que j'étais en colère. Contre mon père, contre la famille, contre tout. Et j'ai tout déchargé sur toi. Désolé. J'ai accepté. Car pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne pas laisser la douleur des autres me définir. Aujourd'hui, elle travaille avec moi au centre-ville. Dévouée, transformée, elle aussi. La réunion porte sur les réformes, la transparence dans la gestion, les audits réguliers. Khalid dirige.
Mais il me consulte, demande mon avis, m'écoute, pas pour la forme, mais comme une véritable partenaire. Je suggère d'investir dans l'éducation des filles. Un oncle plus âgé fronce les sourcils. Avec tout le respect, ce n'est pas une priorité économique. Avant, je me serais tu, effacé. Maintenant, je le regarde droit dans les yeux. Avec tout le respect, éduquer la moitié de la population me paraît extrêmement prioritaire, économiquement et moralement. Silence. Khalid cache un sourire. Je suis d'accord avec Leila. Proposition adoptée. Petite victoire, mais significative, car il ne s'agit pas seulement d'éducation, mais d'être entendu, valorisé, respecté. Le soir, nous dînons seuls. C'est ainsi que nous préférons. Nous parlons de tout. Travail, famille, futur. Il évoque un voyage, une conférence internationale. Il souhaite que je l'accompagne, comme ta partenaire. Pas seulement épouse, partenaire en tout. Mon cœur s'accélère, non de peur, d'émotion. J'adorerais. Tu es sûr? Ce sera très public. Beaucoup d'attention. J'en suis sûr. Et c'est vrai. Je ne suis plus la fille effrayée d'avant. J'ai encore des peurs, des journées difficiles, des cicatrices. Mais j'ai aussi une voix, de la force, le choix. Et cela change tout. Plus tard, nous sommes dans la chambre, en train de préparer le coucher. Khalid m'enlace par derrière. Geste doux, rassurant. Leila? Merci. Je me retourne vers lui. Pourquoi? D'être resté, d'avoir choisi, de m'avoir appris que l'amour véritable n'est pas la possession, c'est la liberté. Je touche son visage, une tendresse que je ne savais pas montrer avant. Merci à toi, de m'avoir montré qu'un homme peut être sûr, que le mariage peut être un partenariat, que je peux être entière. Il m'embrasse le front, longtemps, avec solennité. Je t'aime, il murmure. Première fois qu'il le dit. Mon cœur s'arrête, puis repart. Moi aussi je t'aime. Première fois que je le dis, que je le ressens, que je l'accepte. Et c'est vrai, profond, effrayant, magnifique. La nuit avance, on parle tard, de rêves, de projets, du futur. Khalid veut développer le centre, créer un programme national. Moi je veux écrire, raconter une histoire, notre histoire, pour que d'autres femmes sachent qu'un nouveau départ est possible. Tu devrais le faire, il m'encourage. Ta voix compte, tout serait révélé. C'est déjà le cas, mais cette fois, avec tes propres mots, ton pouvoir. J'y réfléchis, cela effraie, mais cela attire aussi. Peut-être que c'est la prochaine étape, prochain choix. Je m'endors dans ses bras, en sécurité, complète. Et pour la première fois depuis que je me souvienne, je dors sans cauchemar. Je me réveille au milieu de la nuit, brièvement. Je regarde autour de moi, chambre luxueuse, palais immense, vie que je n'avais jamais imaginée. Mais ce n'est pas le luxe qui me retient. C'est l'homme à mes côtés, qui ronfle doucement, qui a renoncé au pouvoir pour gagner de l'intégrité. Ce sont les choix que j'ai faits, que je continue de faire. C'est la personne que je deviens, forte, entière, libre. Les mois deviennent années. Le centre grandit. Nous aidons 50 femmes maintenant, puis 100. Des histoires différentes, des douleurs similaires, mais toutes trouvent leur chemin. J'écris un livre. Processus long, douloureux, cathartique. Khalid lit chaque chapitre. Il pleure sur certains, sourit sur d'autres. Toujours, il me soutient. Nous publions. La réponse est bouleversante. Des femmes du monde entier écrivent, remercient, partagent leurs propres histoires. Je ne change pas le monde, mais je change certains mondes individuels. Et cela suffit, plus que suffisant. Un après-midi, Khalid me retrouve dans le jardin, là où tout a commencé. Il s'assied à mes côtés, prend ma main, geste devenu naturel désormais. J'ai quelque chose pour toi. Il tend une enveloppe. J'ouvre. Document légal. Nouveau contrat. Pas de mariage. De partenariat complet. Droits égaux. Décision partagée. Autonomie garantie. Tout ce que j'ai demandé. Officiellement. Je voulais que ce soit plus que des mots, explique-t-il. Je voulais que ce soit réel, légal, permanent. Les larmes coulent. De bonnes larmes. Tu n'avais pas besoin, j'en avais besoin. Tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Je signe. Il signe. Et nous scellons non seulement un contrat, mais un engagement. Choisi. Renouvelé. Le nôtre. Plus tard, nous sommes sur la terrasse. Notre endroit. Étoiles infinies. Désert silencieux. Paix profonde. Heureuse? Demande-t-il. Je réfléchis. Honnêtement. Oui. Pas parfaitement. Pas toujours.
Mais oui, est-ce suffisant? C'est tout. Parce que le bonheur n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence du choix. Ce n'est pas un destin, c'est une construction quotidienne. Ce n'est pas trouver la personne parfaite, c'est choisir une personne imparfaite et bâtir quelque chose de vrai ensemble. Je regarde Khalid, l'homme que j'ai rencontré avec la peur, que j'ai appris à aimer avec le temps. Il me regarde en retour, les yeux emplis d'un présent qu'il n'avait jamais espéré. Et je comprends la vérité ultime. Personne ne m'a jamais laissé choisir quoi que ce soit. Mais maintenant, je choisis tout. Chaque jour, chaque moment, chaque pas. Je choisis d'aimer. Je choisis de rester. Je choisis de grandir. Je le choisis, lui, et il me choisit en retour. Et dans ce choix mutuel, dans ce partenariat bâti sur les ruines du mensonge, nous trouvons quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever. La vraie liberté, l'amour véritable, nous-mêmes. Des années plus tard, quand les gens demandent notre histoire, je souris. Je ne raconte pas une version idéalisée. Je dis la vérité. C'était dur, douloureux, compliqué, mais c'était à nous, choisi, réel. Et cela a tout changé, parce qu'au final, ce ne sont pas les circonstances qui définissent l'amour. Ce sont les choix. Et j'ai bien choisi. Nous avons bien choisi.